suis avec vous. Il se pencha vers elle, l'air grave. Je parlais aux camarades du syndicat. Ils trouvent scandaleux la manière dont le siège a procédé avec vous pour le dossier Bourgogne. On va mener une action syndicale. Je suis avec vous. Le retournement de veste était si rapide, si flagrant, qu'il en devenait presque artistique. Hervé, le défenseur des opprimés, se transformait en preux chevalier de la directrice blessée. Son engagement syndical, censé être un contre-pouvoir, devenait un outil de flagornerie. Il voyait une opportunité de se placer, de marquer des points auprès de la reine. Carole le regarda, un sourire énigmatique aux lèvres. Elle n'était pas dupe, mais elle appréciait le spectacle. « Ça me touche beaucoup, Hervé. » Elle accepta finalement son aide pour se déplacer, s'appuyant sur lui avec une confiance calculée. Hervé, tout fier de son nouveau rôle de favori, paradait dans les couloirs, soutenant la reine-mère convalescente. Jean-Claude les regardait passer, médusé. Dans le monde impitoyable du bureau, la loyauté était une denrée périssable, et les principes une monnaie d'échange. Le retour de Carol avait rebattu les cartes. Une nouvelle partie, plus dangereuse, venait de commencer. Chapitre 8. Le dossier Prolox. L'amour, ou ce qui en tenait lieu dans l'esprit confus d'Hervé Dumont, le rendait capable du meilleur comme du pire, surtout du pire. Son dernier coup de foudre était Fleur, une nouvelle recrue au service marketing, jeune, jolie, et malheureusement pour lui, dotée d'un bon sens qui la rendait imperméable à ses charmes. Ses premières approches avaient été des échecs cuisants. Il avait d'abord tenté la poésie. Fleur, votre arrivée illumine cet open space morose comme un rayon de soleil sur un champ de classeurs fédéraux. Elle l'avait gratifié d'un regard vide avant de mettre ses écouteurs. Il avait ensuite essayé l'invitation romantique, mais avec son style bien à lui. J'ai réservé une table à la Guinguette du lac. On pourrait faire de la barque. Tu aimes la barque? La barque. L'arme de séduction ultime de l'homme qui n'a plus de rendez-vous galant depuis 1987. Fleur avait poliment décliné, invoquant une période d'essai à respecter et le besoin de prendre du recul. Une amourette de bureau, avait-elle dit, j'ai déjà donné, ça m'a pas laissé de bons souvenirs. Hervé, loin de se décourager, vit dans ce refus un défi à relever. Il ne pouvait pas la séduire par son physique ni par son esprit. Il allait donc utiliser son seul et unique pouvoir, son statut de délégué syndical. Un statut qu'il interprétait de manière très personnelle, moins comme un mandat de défense des salariés que comme une licence pour des manigances de bas étage. Son plan était d'une simplicité diabolique. Fleur travaillait sur un dossier crucial, le dossier Prolox, qui représentait 30% du chiffre d'affaires de la boîte. Hervé attendit qu'elle s'absente pour le déjeuner, se glissa jusqu'à son bureau et subtilisa le dossier jaune vif. Il le cacha dans son propre casier, sous une pile de vieux tracts de la CGT. La suite se déroula comme il l'avait prévu. Fleur, de retour à son bureau, constata la disparition du dossier. La panique s'empara d'elle. Elle chercha partout, retourna son bureau dans tous les sens. La nouvelle remonta jusqu'à Carole, qui descendit de son Olympe managérial tel un aigle fondant sur sa proie. « Vous vous moquez de moi ?» hurla-t-elle. « Votre négligence a des conséquences désastreuses. Le plus gros contrat de l'année est dans la nature, et vous allez le rejoindre. Vous êtes viré. » Hervé, qui observait la scène de loin, choisit ce moment pour intervenir tel un super-héros en pullover acrylique. « Attendez, Carole !» s'écria-t-elle. « Je suis délégué du personnel et j'exige d'être mise au courant. » Il joua son rôle à la perfection, défendant la petite gourde contre la tyrannie patronale. Il calma le jeu, promit de chercher le dossier et emmena Fleur en larmes pour la consoler. « Ne t'inquiète pas, » lui dit-il d'une voix douce. « Ma carrière est foutue. Elle va me griller partout, » sanglotait-elle. « Mais non. On en a tous les deux de l'avenir. On en parle ce soir, tranquillement, à la guinguette. On prendra un peu de recul. » Il sentait la victoire proche. Il allait lui rendre le dossier, passer pour son sauveur et enfin obtenir son rendez-vous en barque. Il sortit le dossier Prolox de sa mallette avec un air triomphant. « Regarde ce que j'ai trouvé. » Il avait dû glisser derrière une armoire. Fleur le regarda. Puis elle regarda le dossier. Puis elle le regarda à nouveau, mais cette fois son expression avait changé. La détresse avait fait place à une fureur froide. « Attends, » dit-elle lentement. « Tu l'as piqué. Tu l'as piqué pour me faire virer. Pour pouvoir me sauter, espèce de tordu. » Hervé bafouilla. « Mais non, je suis délégué syndical. Je voulais juste. C'est une farce. Allez, on aurait fait de la barque. » La gifle partit sans crier gare, nette, précise, retentissante. « Attends, dit-elle, le souffle court.
C'est pas 19 semaines que tu vas devoir attendre. C'est 1911. Elle lui arracha le dossier des mains et tourna les talons, le laissant seul, la joue rouge et l'ego en miettes. Plus tard, près de la machine à café, il raconta une version très édulcorée de l'histoire à Jean-Claude. « Je me fais chier avec cette histoire de barque », se plaignait-il. « J'ai tout foiré. J'ai senti qu'elle avait tiqué quand j'ai proposé de faire de la barque. »« Mais c'est con, la barque, » répondit Jean-Claude avec la sagesse de l'évidence. « Mais oui, c'est con, la barque, » s'exclama Hervé, comme s'il venait d'avoir une révélation. « Fallait proposer du ski nautique, suggéra JC. Ça a de la gueule. » Hervé le regarda, songeur. Le ski nautique, sur l'étang vaseux de la Guinguette du lac. C'était une idée. Une idée stupide, irréalisable et parfaitement à la hauteur de son propre génie romantique. Il se sentit un peu mieux. L'échec était cuisant, mais tant qu'il y avait des idées encore plus mauvaises à explorer, il y avait de l'espoir. Chapitre 9. Constat amiable. Le parking souterrain de l'entreprise était une zone de non-droit, un purgatoire de béton où les règles du code de la route semblaient suspendues. Les places étaient trop étroites, les piliers trop larges, et les manœuvres relevaient plus de la spéléologie que de la conduite. C'est dans ce décor hostile que Jean-Claude Convenant allait commettre l'un des plus grands crimes de sa carrière de bureau. Il était au volant de la voiture de son chef, Guillaume de Marigny, une berline allemande impeccable qu'il avait empruntée pour une course. Assis sur le siège passager, il cherchait une cassette audio, pas n'importe laquelle, une compilation de Rachmaninoff. Car Jean-Claude, dans ses efforts pour paraître plus cultivé, avait décidé que rien ne valait Rachmaninoff en voiture. Il se pencha pour fouiller dans la boîte à gants. Sa tête disparut sous le tableau de bord. C'est à ce moment précis que son pied, par un réflexe malheureux, glissa de la pédale de frein et appuya sur l'accélérateur. La voiture fit un bond en avant et percuta violemment un autre véhicule. Le choc fut brutal. Jean-Claude, la tête toujours dans la boîte à gants, ne vit rien, mais il entendit le bruit horrible de la tôle qui se froisse. Quand il se redressa, le cœur battant, il constata les dégâts. La voiture de son chef n'avait presque rien, une simple égratignure sur le pare-choc. Mais l'autre voiture, c'était une boucherie. Une petite citadine neuve dont tout le côté droit était enfoncé. Et cette voiture, il la reconnut immédiatement, c'était celle de Carroll. La panique, encore une fois, prit le contrôle. Fuir. C'était la seule option. Il démarra en trombe et quitta le parking, laissant derrière lui la scène du crime. Le lendemain, l'ambiance au bureau était électrique. Carole était furieuse. « Ça va pas, non, ça va pas », racontait-elle à qui voulait l'entendre. « J'étais dans ma voiture au parking. Je me baisse pour ramasser une cassette. Et là, le choc, le coup du lapin. Quelqu'un m'a percuté. Et le lâche a pris la fuite. Je suis tombé dans les pommes. » Jean-Claude, qui passait par là, sentit ses jambes se dérober. Il essaya de garder une contenance, de poser des questions neutres. « Mais, vous avez vu le conducteur? »« Non. Je vous dis que je suis tombé dans les pommes. Ma voiture est toute neuve, elle est complètement foutue. » Jean-Claude transpirait à grosses gouttes. Il devait se montrer solidaire. « De toute façon, on va le coincer, ce pourri, » dit-il d'une voix qu'il espérait convaincante. La situation empira lorsque André, le chauffeur, arriva avec une nouvelle qui fit l'effet d'une bombe. « J'ai la cassette de surveillance du parking. On va bien voir qui est l'ordure qui a fait ça. » C'était la fin. Jean-Claude se voyait déjà licencié, poursuivi en justice, banni à vie du monde de la fourniture de bureau. Il attrapa Hervé par le bras. « Hervé, il faut faire quelque chose. C'est moi. » Hervé, d'abord incrédule, comprit rapidement la gravité de la situation. Une fois de plus, la solidarité masculine dans le crime allait devoir opérer. Leur plan était simple, intercepter André et détruire la preuve. Ils attendirent André dans le couloir, près de la machine à café, un lieu stratégique pour toutes les opérations clandestines. Hervé tenait une tasse de café fumant à la main. Quand André passa, la cassette VHS à la main, Hervé simula une chute maladroite. « Oh merde! Oh merde! Je suis désolé! » Le café brûlant se déversa sur la cassette, inondant la bande magnétique d'un liquide noir et collant. La preuve était détruite. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. André, furieux, ramassa la cassette imbibée. « Regarde ce que t'as fait! Elle est foutue! » Jean-Claude et Hervé échangèrent un regard de soulagement. Ils avaient réussi. Leur petit crime d'entreprise, leur version miniature des grands scandales financiers qui faisaient la une à l'époque, comme l'affaire Enron, venait d'être étouffée. Ils avaient détruit la preuve comme d'autres déchiquetaient des documents compromettants.
La même logique de dissimulation